Alors, pour la première table ronde, je demanderai à Madame Hélène Baril de bien vouloir nous rejoindre de l'APES. Madame Martine Gillot d'ICF Habitat La Sablière, Île-de-France, directrice de la communication. Madame Patricia Guérin, directrice de la culture de Toit et Joie, Poste Habitat. Et puis Madame Ziem, Carole Ziem, présidente de l'association directrice et directeur des affaires culturelles d'Île-de-France. Et enfin, Monsieur Jean-François Danis, qui est le conseiller de l'action culturelle et territoriale à la DRAC Île-de-France. Voilà, alors je rappelle les consignes sanitaires. Peut-être n'oubliez pas de bien essuyer les micros avec les lingettes et de vous servir du gel hydroalcoolique. Voilà. Alors, pour cette première partie, alors j'aurais quelques questions à poser à chacun de nos interlocuteurs et interlocutrices sous une forme un peu rapide, liminaire. Comment pensez-vous comment définiriez-vous la nature de vos actions et les enjeux auxquels répondent les types d'actions que vous avez mises en œuvre? Donc, on va commencer par Madame Baril, si vous le voulez bien, de nous expliquer ce que vous faites et à quelle nécessité cela répond. Voilà, en 3-4 minutes pour faire un petit tour de table. Voilà. Alors d'abord, je vais excuser Séquence parce que l'APES, c'est une association des filiales d'Action Logement. On intervient à leur côté sur le développement social urbain. Et les principaux projets culturels qu'on a menés, c'est essentiellement avec un bailleur qui s'appelle Séquence, qui ne pouvait pas être à mes côtés ce matin. Donc, nous, notre enjeu, c'est d'améliorer la qualité de vie des habitants. C'est ce qu'on fait au quotidien, améliorer leur bien-être. Et pour ça, la culture, c'est un atout pour nous. Et surtout pour mobiliser les habitants. Tout à l'heure, Monsieur Zambo parlait de comment mobiliser les habitants. Nous, on a le point de vue inverse, c'est-à-dire comment la culture va nous permettre de mobiliser différemment les habitants, de rendre désirable le fait de s'impliquer dans son cadre de vie, de l'améliorer, d'avoir envie de venir. Et donc, c'est vraiment le point de départ de tout ce qu'on a mené en termes culturels. On a un enjeu également très important, c'est comment on change le regard sur certaines résidences qui souffrent d'attractivité parce que pour des tas de raisons. Et donc la culture, l'art, l'esthétique, faire du beau et avec les différents acteurs, ça nous permet de changer le regard, de faire venir. On parlait tout à l'heure également de porosité. C'est très important. La culture nous permet sur les résidences de faire venir d'autres habitants, d'autres quartiers qui n'auraient eu aucune autre occasion de venir, et inversement d'ouvrir les habitants des résidences sur le monde. Voilà. Alors si vous voulez que je sois plus précise concrètement... On va continuer. Merci beaucoup. Madame Gillot, la même question, si vous le voulez bien. Donc, moi, je remplace Isabelle Cossins, qui est cas contact. Oui, pardonnez-moi, j'ai omis de le rappeler. Oui. Merci de le faire. Et donc, je suis là pour parler du festival Regard 9-3. C'est un festival culturel qui a été créé sous l'initiative de l'AORIF en 2019. Il est porté par les bailleurs qui interviennent en Seine-Saint-Denis. Et dans son titre, vous avez l'objectif du festival au départ, c'était inviter à porter un nouveau regard sur le 9-3 et donc déployer des activités culturelles sur ces quartiers et faire venir du monde. Et je rejoins sur la difficulté de faire venir des gens d'ailleurs, pardon, de faire venir des gens d'ailleurs et justement ouvrir ces quartiers. Donc le premier, c'est 19 bailleurs, 18 communes, 45 projets. La première édition a eu lieu en 2019, a rencontré un grand succès. La deuxième en 2021 et nous espérons pouvoir avoir la troisième en 2023. Et on a pu avoir un accueil extrêmement favorable des collectivités, mais aussi beaucoup des locataires, des habitants qui ont retrouvé un enthousiasme sur ces activités culturelles, artistiques très variées qui ont été proposées, mais aussi sur cet élément de reconnaissance sur l'intérêt de leur quartier
et la capacité à les inviter à porter un autre regard, eux aussi, sur leur quartier. Même si on n'est pas encore arrivé totalement à faire venir beaucoup de monde de l'extérieur, mais ça reste un objectif. Merci beaucoup, Madame Gillot. Madame Guérin, à quelle nécessité répond votre action? Alors, pour nous, les enjeux majeurs, en fait, c'est la rencontre à la fois entre les habitants, entre eux. Alors, surtout après cette période de Covid où on s'aperçoit que les habitants ne se connaissent pas forcément entre eux. Et du coup, les actions culturelles en fait, qu'on peut mener servent aussi à les emmener dans une aventure pendant plusieurs mois, plusieurs semaines, voire 1 ou 2 ans. Et ça permet les échanges donc, du coup entre eux, évidemment entre le gardien, les amicales de locataires, et puis évidemment avec les compagnies artistiques qui interviennent justement à ce moment-là. Et puis ça leur permet aussi de connaître des associations qui gravitent en fin de compte autour de ces résidences et qui ne connaissent pas forcément, ou des lieux, le théâtre de la ville par exemple, dans lequel ils ne vont pas forcément. Et tous ces partenaires en fait qui gravitent autour en fait de ces actions culturelles que nous menons avec les artistes permettent en fait de les faire sortir effectivement de leur quartier, mais aussi de faire entrer d'autres acteurs. Voilà. Et puis, il y a tout à fait concrètement, en fait, ces actions culturelles, ça permet d'embellir, mais alors tout à fait concrètement, le lieu, alors avec des fresques, avec des sculptures monumentales, et voilà. Et tous les jours, du coup, les locataires verront cette sculpture, verront les fresques, etc. Et ça, c'est du concret et c'est qu'un plus. Voilà. Merci. Madame Ziem, pourriez-vous nous indiquer comment vous voyez ce rapprochement entre le monde de la culture et le monde du logement? Oui, donc en qualité de présidente de l'association des directrices et directeurs des affaires culturelles, Monsieur Roturier évoquait tout à l'heure l'importance des collectivités territoriales et des acteurs des collectivités territoriales. Un des enjeux majeurs, c'est déjà que les directeurs des affaires culturelles, et nous prenons vraiment ça au sein de l'association, s'invitent à ces rencontres, s'invitent aux tables rondes qui permettent d'échanger et de travailler à l'articulation des collègues de l'habitat, de l'insertion, de l'urbanisme et bien évidemment à l'articulation avec les artistes. Aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas une seule collectivité territoriale qui puisse se permettre de faire des projets hors sol. Vous l'évoquiez tout à fait bien tout à l'heure, à savoir comment justement nous sommes à cette articulation et à ce maillage de territoire indispensable. Avec nous, un enjeu fondamental et d'accompagner ce maillage de territoire. Nous avons, nous, acteurs de la culture, vraiment un levier actionné à cet endroit-là, mais qui nous invite à réfléchir à nos postures. Je vous l'avais évoqué quand nous avions préparé cette table ronde. En effet, aujourd'hui, la culture, du fait de son histoire et de sa belle histoire des politiques culturelles, fait que nous avons une grande difficulté d'un travail en silo. Je pense qu'ici, pour celles et ceux qui travaillent avec les collectivités territoriales, vous allez m'évoquer la difficulté à joindre le DAC, la difficulté à rencontrer le service qui gère la création, qui gère la diffusion. On en parlait tout à l'heure avec Fabrice. Aujourd'hui, ce qui est très compliqué, c'est déjà que les services des directions des affaires culturelles, parfois, souvent, ne se connaissent pas, travaillent peu ensemble, sont peu identifiés dans la collectivité et ont du mal aussi à travailler avec les autres acteurs et notamment les acteurs du champ social. Pourquoi ? Parce qu'on fait encore l'objet de représentation des uns vis-à-vis des autres, alors que nous œuvrons pour ces habitants, pour les habitants de notre territoire, mais aussi pour les acteurs du territoire. On a aussi des acteurs économiques très importants et souvent essentiels à ces réflexions. Donc pour moi, un des enjeux majeurs aujourd'hui pour les collectivités, c'est d'être davantage à l'articulation en étant facilitateur, en étant identifiés comme ressources, nous, collectivités, c'est-à-dire comment les habitants, les artistes, les bailleurs sociaux nous identifient comme facilitateurs du territoire, comme ressources possibles qui vont pouvoir accompagner, aider, œuvrer à faire que ces projets émergent. Et donc, on a aussi un rôle au niveau du politique, à accompagner nos élus
à faire qu'ils comprennent aussi l'importance de la temporalité, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la temporalité des projets, qui n'est évidemment pas la même entre l'élu, l'institution et les habitants. Merci Madame Diem. Monsieur Danis, vous êtes un co-organisateur de cette journée, donc vous êtes particulièrement bien placé pour rebondir sur les propos de nos interlocutrices et vous exprimer également sur cette question des enjeux du rapprochement entre la culture et le logement, en particulier le logement social. L'enjeu pour la DRAC, c'est d'identifier les bons relais pour la mise en place des politiques culturelles, notamment pour la mise en place des actions culturelles au bénéfice de tous. Et le logement est justement un des canaux, l'habitat, et notamment l'habitat social, est un des canaux pour justement atteindre un public ou un futur public. Les gardiens d'immeubles, souvent, connaissent beaucoup plus de choses sur les habitants, sur la culture des habitants, que nous-mêmes, en tant que praticiens de la culture. La DRAC est là pour mettre en place sur les territoires les politiques culturelles définies par le ministère de la Culture. Il y a beaucoup de canaux, mais au finalement, l'habitat, c'est ce qu'il y a de plus proche des habitants. Surtout que l'architecture, finalement, est peut-être le premier contact de beaucoup d'habitants avec une certaine forme de culture. Eux ne le vivent pas comme ça. Et en même temps, il y a des ensembles HLM qui ont été classés architecture contemporaine remarquable. Donc il y a déjà une reconnaissance par l'État de la valeur architecturale de beaucoup d'habitats sociaux. Et pour reprendre un thème qui a été évoqué tout à l'heure, les habitants ont droit au meilleur. Ils ont droit à des logements de qualité, avec une architecture de qualité. Donc c'est pour ça qu'il y a ce travail de la DRAC de reconnaissance du patrimoine du logement social. Mais aussi, pour nous, l'enjeu, c'est en termes de médiation. C'est comment les actions culturelles que nous soutenons vont pouvoir atteindre les habitants. Et pour que les habitants soient pas seulement des spectateurs, mais aussi des pratiquants, c'est-à-dire qu'ils participent. Et il y a un véritable enjeu aujourd'hui, pas seulement de démocratisation culturelle, c'est-à-dire l'accès à la culture pour tous, mais vraiment de démocratie culturelle, c'est-à-dire aussi de participation des habitants. Les habitants ont leur propre culture, leur propre rapport au monde, et l'enjeu justement pour nous, c'est de pouvoir dire, écoutez, pourquoi est-ce que vous décaleriez pas votre rapport au monde, votre expression culturelle, avec d'autres outils, sous d'autres formes. D'où l'enjeu pour nous de pouvoir accéder aux habitants, justement à travers les organismes de logements sociaux. C'est pour ça que nous avons mis en place cette coopération à travers des résidences artistiques de longue durée. Merci, Monsieur Danis. Madame Baril, on peut imaginer que intervenir dans le champ de la culture, c'est quelque chose qui n'est pas forcément le cœur de votre métier. Donc, ça suppose probablement des types de partenariats, de coopération. Comment cela se met-il en place concrètement dans les projets que vous accompagnez ? Alors, je vais prendre deux exemples. Le premier, on a parlé beaucoup d'architecture, de comment les habitants peuvent être les ambassadeurs, les guides de leur quartier, de cette architecture qui peut être parfois assez comment dire, spectaculaire. Je suis très contente que vous ayez évoqué tout à l'heure un dispositif, une association nationale qui pourrait favoriser ce type d'action. Parce qu'on en a initié deux à Noisy-le-Grand, aux espaces d'Abraxas. Je ne sais pas si tout le monde connaît, c'est une architecture de Ricardo Bofill qui est très impressionnante et qui a fait l'objet de tournages de films. Enfin, les habitants, beaucoup d'architectes internationaux, des étudiants venaient sur cette résidence. Voilà, parce qu'elle a été étudiée et elle est très connue. Et les habitants se sentaient un peu, au mieux, ignorés. Au pire, bête de foire.
Et donc, et en plus, surtout, ils n'avaient aucune connaissance de qui était Ricardo Bofill, quel était l'intérêt de cette architecture, etc. Et donc, on a monté un projet avec le CAUE 93, que je remercie beaucoup parce que ça a été vraiment un très, très beau projet. Ils se sont beaucoup mobilisés. Et une association locale d'habitants qui s'appelle l'Association des espaces d'Abraxas. Et on a monté une formation des habitants avec les CAUE, avec une comédienne qui a formé les habitants sur la prise de parole en public. Le CAUE les a formés sur les principes architecturaux, sur l'histoire de l'architecture, enfin, voilà, pendant à peu près 1 an. Les habitants sont mobilisés de nombreux samedis pendant toute l'année. Et à la fin de l'année, ils ont accueilli des institutionnels, d'autres habitants pour présenter, enfin faire les guides au sein de leur quartier et donc montrer à la fois, parler de l'architecture, mais aussi de leur vécu en tant qu'habitants de ce quartier. C'est très important parce qu'il n'y a pas que l'architecture, il y a aussi comment on habite ces logements 10, 20, 15 ans, 20, 30 ans après. Et puis ils ont pu rencontrer, ils sont partis à Barcelone à la fin du projet pour rencontrer Ricardo Bofill. Donc c'était aussi intéressant pour Ricardo Bofill de rencontrer des habitants qui habitaient voilà. Et c'est un projet qui a tellement bien marché. Donc un des habitants est devenu guide à la Mulop, que je vous invite à aller visiter dans le 93, le musée, j'ai oublié, le musée du logement populaire. Il a été embauché comme guide, donc c'est important parce que ça crée aussi de l'emploi derrière. Et puis, donc ce projet a tellement bien marché qu'on l'essaime, toujours en faisant du sur-mesure, évidemment. On ne duplique pas, alors c'est la grande leçon, c'est on ne duplique pas des projets clés en main sur tous les territoires de la même façon. Il faut toujours faire du sur-mesure en fonction des opportunités, en fonction des acteurs qui peuvent se mobiliser. Et donc, on le déploie actuellement à Villeneuve-la-Garenne, sur la résidence de la Caravelle. On a pour projet de le développer aussi sur Créteil, mais peut-être pas uniquement sur les territoires ou les résidences avec un patrimoine architectural particulier. C'est aussi la culture, l'art nous permet aussi d'associer des habitants. Sur Torcy, par exemple, on a monté un partenariat avec les Beaux-Arts où on a fait venir des jeunes artistes avec un jury composé d'habitants qui ont sélectionné les artistes qui allaient intervenir sur leur résidence. Et ça a permis de faire du beau avec du street art, avec beaucoup de choses, et de créer un parcours touristique sur une résidence qui n'a aucun intérêt architectural et qui était un peu une résidence dortoir où voilà. Donc l'idée, c'est aussi de s'approprier sa résidence, d'en être fier et qu'elle s'inclue dans la ville. Et puis, si vous me permettez, je suis un peu longue. Je voulais réagir à ce que vous disiez. À Nanterre, on a développé un projet avec l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. On a une résidence qui est assez enclavée dans la ville, voilà, qui est peu attractive, où on a des grandes difficultés sociales, qui va faire l'objet d'un grand projet de rénovation. Et comment on associait ces habitants au projet de rénovation? Donc, on a fait venir l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, le master projet culturel dans l'espace public, qui s'est installé en pied d'immeuble. On a réhabilité une ancienne boucherie en tiers-lieu, en fait, occupée par les étudiants. Et ils ont travaillé avec les habitants, avec les acteurs locaux, sur un projet culturel pour accompagner ce projet de rénovation, avec pour objectif de donner la parole aux habitants. Et avec ce premier partenariat, en fait, on a tissé des liens avec la direction des affaires culturelles de Nanterre. Et c'est vraiment très, très riche parce que finalement, la direction des affaires culturelles s'est totalement emparée de ce projet, et tant mieux. Elle a fait venir le festival Parade, qui était plutôt en centre-ville de Nanterre, sur cette résidence très, très éloignée, où personne n'a de raison de venir. Et le fait de faire venir Parade sur cette résidence, ça crée aussi l'occasion pour d'autres Nantériens ou Parisiens d'ailleurs qui viennent au festival Parade de venir sur cette résidence. Donc ça inclut la résidence dans la ville et ça banalise voilà son. Donc, donc ce partenariat fait qu'on va se rapprocher de plus en plus des directions des affaires culturelles des villes parce que c'est très précieux. Merci Madame Baril. Madame Gillot, la mise en œuvre du festival Regard 9.3, comment ça se passe, sur quel partenaire vous appuyez-vous? Alors, en fait, c'est très local, c'est-à-dire que chaque bailleur, avec ses connexions sur son territoire, sur ses partenaires, met en place
son activité, enfin son opération artistique. Et donc, alors il y a les équipes de DSU. En fait, c'est assez intéressant parce qu'en fait, ça nous a fait travailler déjà entre bailleurs. Et au sein de chaque entité, on voit qu'il y a beaucoup d'équipes qui travaillent. On part du savoir-faire des équipes de DSU chez nous, qui ont l'habitude de mettre en relation plusieurs acteurs, mais également le personnel de proximité, les équipes de gestion, qui elles souvent ont d'autres relations avec le territoire. Et ce qui est intéressant, c'est que on a pu, alors moi je vais prendre l'exemple sur ce qu'a pu faire la Sablière sur la première année. On avait fait une exposition à Sevran d'œuvres qui proposaient de la réalité augmentée. Et donc, on s'était appuyé sur un opérateur qui proposait l'exposition clé en main, mais qui avait l'habitude de faire des animations culturelles. Et il a su se mettre en lien avec toutes les écoles. Toutes les écoles à proximité se sont saisies de cette opportunité. Nos locataires ont pu en bénéficier. On a pu proposer des ateliers pour les enfants. Donc, c'est vraiment mettre ensemble, et c'est ce que les bailleurs savent faire, hein, c'est travailler avec les acteurs sur place. Et ce qui est intéressant avec ces activités culturelles, c'est que ça nous permet d'embarquer d'autres personnes, de nouvelles personnes, et de modifier notre dialogue avec ces partenaires habituels que l'on a. Donc c'est extrêmement enrichissant aussi pour nous. Merci Madame Gillot. Madame Guérin, comment se passe la mise en place de ces différents types de coopération dans les projets concrètement? Oui, alors concrètement, c'est vrai que pour chaque projet, il y a une certaine, je ne dirais pas méthodologie, mais il y a des choses à faire qui sont essentielles. C'est déjà rencontrer les gens de la ville, les services culturels de la ville, pour connaître le contexte de la ville, savoir qui il faut contacter. La médiathèque, c'est toujours un lieu très important, le théâtre, etc. Ça, c'est déjà primordial. Et évidemment, les gardiens chez nous, chez Toi et Joie, sont aussi des partenaires très importants, incontournables, si je puis dire, parce que c'est eux, en fait, qui vont nous donner le pouls de la résidence, qui vont nous dire si... comment ça se passe, si ça va bien, quel type de population nous avons dans la résidence. Du coup, ça va un petit peu nous indiquer sur quel genre en fait de projet culturel on va mettre en place. Et puis les partenaires, évidemment, c'est les artistes, les compagnies, etc. Et les compagnies avec lesquelles on travaille, d'emblée, en fait, on a une discussion tout à fait franche de se dire, la première chose, c'est la médiation. C'est-à-dire qu'il va falloir passer du temps, mais beaucoup de temps, sur place. Pas simplement des petits one-shot, si je puis dire, comme ça, très ponctuels. Non, c'est du temps, de la concertation. On parle, c'est à base de rencontres, hein, de toute façon. Donc, du coup, c'est toujours sur le long terme. Alors, moi, je suis à Toi et Joie depuis pas très longtemps, et c'est vrai que ça n'a rien à voir de faire de la programmation telle qu'elle est faite là, par rapport à une programmation d'un théâtre. Ce n'est pas du tout la même chose. Là, on est sur le long terme, sur la concertation, sur un travail de fond avec les compagnies. Il y a beaucoup de rencontres, de discussions qui est faite pour bien établir les choses. Et ensuite, on y va, on déroule. Mais bien établir les choses, c'est essentiel d'abord. Donc voilà, donc il y a ces partenariats, si je puis dire, institutionnels de la ville, etc. Évidemment, le partenariat avec les artistes, les compagnies, etc. Avec nos salariés, comme les gardiens, etc. Et puis, il y a toutes les associations aussi avec lesquelles on peut travailler. Des MJC ou bien des espaces jeunes. Voilà, toutes ces associations qui sont le maillage en fait des lieux, du contexte social. Et puis après, il peut y avoir d'autres partenaires, des partenaires médias. Alors justement, je trouve ça essentiel, c'est ce que vous disiez, Monsieur Zambo, lorsqu'on fait une restitution, il faut que ça soit de qualité, évidemment. Et puis ce qui est bien, c'est ce qu'on se disait à Toi et Joie, justement, c'est effectivement de montrer la restitution dans les lieux. C'est très important. Mais s'il pouvait avoir une deuxième vie à cette restitution, dans un lieu autre, ailleurs, dans un lieu, dans un autre théâtre, dans une autre salle d'exposition,
dans un autre journal où l'écrit serait diffusé dans un journal, ben ça donne une dimension encore plus importante. Et ça donne une fierté, évidemment, aux locataires, aux habitants qui auront participé à ce projet-là. Et cette deuxième vie, cette extension, moi, je pense qu'elle est fondamentale. C'est très important parce que c'est ça qui donne de la fierté et qui fait qu'on est bien ensemble, qu'on a partagé une aventure avec nos collègues locataires et avec les artistes avec lesquels on travaille. Voilà. Et après, on peut tout imaginer, avoir aussi des marins, des parrains ou des marraines en fait d'un projet qui peut aussi en fait faire en sorte que le projet ait encore plus d'ampleur, voire nationale, voire internationale. C'est ça. Et il faut justement avoir de l'ambition, je pense. C'est essentiel sur un projet. Pas se dire on va faire du macramé ou non, ça sert à rien. Voilà. Merci, Madame Guérin. Madame Ziem, il y a beaucoup d'éléments de méthode qui sont apparus dans les interventions. Vous faites les mêmes constats en ce qui vous concerne? Alors, je suis tout à fait pour le macramé. Je propose de relancer des ateliers. Venant de l'éducation populaire, si vous voulez, ça me parle. Oui, j'ai basculé dans le mauvais côté de la force en devenant directrice de la culture. Et c'est toujours très intéressant quand mes collègues me renvoient que la question de l'éducation populaire, qui, il me semble, est un point très important. Pourquoi je voulais l'évoquer? Parce que, en effet, dans les écueils, vous les avez cités, je vais juste les relister pour être sûr de ne rien oublier. Il y a en effet, vous l'avez dit, éviter de calquer des projets. J'aime beaucoup l'expression que je reprends souvent de Zineb du collectif Random, qui dit le besoin d'aller sur le terrain et de se sentir tels des animaux. C'est-à-dire ne pas arriver en conquérant en tant que soit direction des affaires culturelles ou services culturels ou artiste et prendre ce temps de la rencontre. Et vous évoquiez, madame, l'importance de bien construire avant de. Moi, je crois aussi qu'il faut laisser de la place à l'impromptu. La difficulté qu'on a dans les services culturels, c'est que souvent, on remplit des agendas, on charge, ce que j'appelle la course à l'échalote, qui fait que on se rassure en mettant des kilos et des kilos et des kilos. Alors, l'après-Covid, excusez-moi, la période actuelle, qui n'est pas du tout l'après-Covid encore, nous a vraiment souligné ça. C'est-à-dire, on l'a vécu pendant ces périodes de confinement. Quelle place à l'impromptu? Comment est-ce qu'on laisse des espaces à l'accueil de nouveaux projets qui n'émanent pas forcément des institutions, mais qui viennent vraiment du terrain, des artistes, des habitants? Je me rappelle toujours de projets quand je suis arrivée en tant que première directrice d'affaires culturelles à Fontenay-sous-Bois, d'un collègue qui organisait les expositions dans divers lieux sur la ville et qui me disait « Ah non, je ne peux pas accueillir un artiste, pas avant 4 ans, mon programme est plein. » Je me disais en tant que service public, ça interroge. C'est par exemple aussi, pour moi, ce qui est très très important, vous l'avez évoqué madame, c'est la question de la médiation. La médiation, c'est bien prendre le temps de cette rencontre, c'est prendre le temps de cette pédagogie. Quand on intervient en formation, je l'évoquais à la rencontre avec les nouveaux commanditaires, il n'y a pas très longtemps, c'est quand on anime des formations, ce qui m'arrive souvent de faire, on est toujours dans ce qu'on appelle une position basse. Déjà, les affaires culturelles, la direction des affaires culturelles, nous nous appelons culture. Ce mot peut freiner, peut impressionner. C'est une histoire de représentation. Comment on montre, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, que nous sommes accessibles. Et pour moi, c'est essentiel, c'est pour ça que je me permettais de faire la boucle avec l'éducation populaire. Quand on vient de l'animation socio-culturelle, de l'éducation culturelle, on est dans cette relation à l'autre où on a bien besoin de travailler ensemble, de se comprendre, non pas en détenant une vérité, mais plus en étant à l'écoute de l'autre, de ce qu'il apporte et de ce qu'il peut apporter. Je voulais revenir sur 3 autres éléments qui me semblent importants. L'importance de réinvestir l'espace public. Je pense que nous en avons profondément besoin, que ça soit par des œuvres monumentales, que ça soit par des œuvres éphémères, mais que ça soit aussi par du spectacle vivant. Et j'ai eu l'occasion plusieurs fois de travailler avec Retour à Mont, et ils vous expliqueront leur projet, mais c'est fabuleux quand Retour à Mont travaille à Bagneux sur une tour et qui vous raconte qu'au détour de leur répétition de création artistique, ils se retrouvent parce qu'ils sont attachés sur la façade de la tour à je ne sais plus quel étage, en train de boire un café de la fenêtre avec la dame qui leur offre le café, il se passe quelque chose.
sur cette rencontre, voyez. Et du coup, on vient chercher ce que vous avez évoqué, madame, la question de la fierté et de la reconnaissance. Et je pense que la fierté et la reconnaissance, elle est pour les habitants, mais à condition que les objectifs à atteindre soient réalistes. Hein, vous avez évoqué l'ambition, l'exigence, la qualité, mais attention, des fois, on a aussi tendance à vouloir mettre la barre ici. Comment est-ce qu'on accompagne sur le cheminement et comment est-ce qu'on ne met pas une barre à un niveau bien trop haut qui ferait que les habitants ou les agents ne se retrouveraient pas dans ce projet. Et je finirai sur un projet que je trouve très important et très intéressant que nous menons aujourd'hui à Fontenay. C'est aussi comment est-ce qu'on se nourrit et on accueille aussi la réalité de nos territoires et l'histoire de nos territoires. Nous accueillons actuellement, nous avons développé, parce qu'un espace libre, un impromptu, un projet chilien. Nous avons une très forte culture et relation au Chili. Ça a été une terre d'accueil, Fontenay-sous-Bois. Et nous avons un collectif d'artistes qui s'appelle Voix Machine, qui a œuvré sur tout un projet pour favoriser la parole des Chiliens accueillis à Fontenay. Puis après, ils sont partis au Chili interviewer les Chiliens qui étaient venus à Fontenay, qui sont partis au Chili et qui sont revenus. Bref, il en est que ça donne lieu à une superbe exposition que je vous invite à venir voir, qui vient valoriser l'histoire de ce territoire, l'histoire de cette ville. Nous espérons absolument, c'est un peu l'objet là, c'est de développer l'exposition et de la faire tourner déjà sur l'ensemble du territoire de Fontenay, parce qu'en effet, c'est toujours la question d'aller vers et pas toujours de faire venir. Et cette exposition, voilà, elle est aussi en 4 langues. Vous voyez, on est vraiment dans cette démarche aussi d'accessibilité. Elle est en 4 langues pour vraiment permettre à chacun, chacune de se l'approprier à l'endroit où il est. Et ça me semble très important. Merci Madame Ziem. Monsieur Danis, vous avez entendu beaucoup de choses et vous avez un poste d'observation privilégié au sein de la DRAC Île-de-France. Qu'est-ce que vous retenez de votre part sur ces questions de méthode, de mise en place de projets? La condition de la réussite du point de vue de la DRAC, c'est d'abord de considérer chaque action culturelle que nous allons soutenir comme une pièce d'un écosystème. Dans cet écosystème, il y a d'abord les autres services de l'État, c'est important, comme les services de la cohésion sociale, de la politique de la ville. Donc nous travaillons étroitement avec les préfectures, avec notamment les délégués du préfet, en plus des équipements culturels de proximité comme les médiathèques, les gymnases, parce que, en tout cas de mon côté, je pense que le sport fait complètement partie des activités culturelles. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de travail entre des artistes et des sportifs, justement. Et à travers le sport, on peut toucher justement des habitants qu'on n'arriverait pas à toucher par ailleurs. Donc c'est très important de considérer ces actions culturelles comme une pièce d'un écosystème, et à partir de là, on peut vraiment évaluer en quoi cette action culturelle est légitime et nécessaire à cet endroit du territoire. Alors c'est vrai que nous faisons beaucoup d'efforts en priorité vers justement ce que nous appelons les quartiers prioritaires, les quartiers de veille, donc effectivement les ensembles HLM, mais ce ne sont pas des réserves d'Indiens. Donc c'est toujours important de garder en tête que c'est pas parce que nous développons spécifiquement des actions culturelles sur ces territoires que c'est un moyen de les... Il ne faut pas que le résultat soit la ghettoisation ou... Non. Ces ensembles font partie d'un écosystème beaucoup plus large, ils font partie du territoire. Donc notre rôle aussi, c'est de veiller à ce qu'il y ait toujours une circulation justement des habitants entre l'habitat où ils sont et le reste du territoire. Donc tout l'enjeu aussi de ces actions culturelles, et c'est pas facile, d'où le travail nécessaire avec tous les partenaires, c'est de pouvoir aussi faire circuler les habitants, les rapprocher justement d'équipements culturels auxquels ils n'auraient pas l'idée de fréquenter très souvent. Et parfois, ça peut être des équipements culturels qui sont à 500 mètres de chez eux. Mais l'idée aussi, c'est de pouvoir leur offrir la possibilité de fréquenter d'autres équipements culturels auxquels ils ont droit.
mais qui peuvent être beaucoup plus éloignés, 10, 20 km. Pour les habitants qui sont en zone rurale, c'est compliqué d'avoir accès à ces équipements. Donc vraiment, pour nous, la condition de la réussite, c'est vraiment d'inscrire ces actions culturelles dans un écosystème. Et très important, dans cet écosystème, il y a aussi, parce qu'on peut aussi l'oublier, mais font partie de cet écosystème, par exemple, les missions emploi. C'est très important pour nous, quand on va soutenir une action culturelle, d'évaluer quel est le potentiel de cette action pour ouvrir, pourquoi pas, des voies professionnelles. La culture, c'est un ensemble de métiers, de compétences. Alors, c'est pas évident à expliquer parce que très souvent, pour le grand public, pour les habitants, la culture, c'est un peu quelque chose de gratuit, avec des gens qui peut-être font les choses bénévolement. Voilà. Donc, mais en fait, il y a des vrais métiers derrière. C'est un ensemble de compétences et de métiers difficiles, y compris être administrateur d'une compagnie. C'est pas évident, ça s'apprend. Et c'est pour ça que nous choisissons autant que possible des artistes ou des professionnels de la culture qui sont aussi capables d'expliquer leur métier. Parce qu'il y a des métiers qui peut-être vont résonner chez certains jeunes et qui vont se dire « Ah oui, bah, pourquoi pas être régisseur lumière, metteur en scène, cordiste », puisque Retour Amont est avec nous aujourd'hui. Puis je pense que Fabrice Guillot aura l'occasion aussi de vous parler justement de ces ouvertures professionnelles. Voilà, donc pour nous, les actions culturelles sont à considérer dans un écosystème et prendre en compte tous les acteurs pour bien s'assurer que cette action culturelle est légitime et nécessaire. Il y a du sens. Merci, Monsieur Danis. Nous allons aborder le dernier tour de table, si je puis dire. Et donc, ça serait le moment, pardonnez-moi, de tirer un certain nombre d'enseignements et de proposer peut-être des types de recommandations pour des bailleurs qui ne se sont pas encore engagés, comme vous le faites vous, dans les actions culturelles. Donc, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots à ce sujet, les enseignements que vous tirez et d'éventuels conseils pour vos institutions sœurs? Voilà, donc, Madame Baril, pour commencer, en Merci. effet. L'enseignement, c'est que la culture, ça se fait pas seul quand on est bailleur. On l'a fait sur des résidences avec des habitants, avec des acteurs locaux, avec des institutions qui peuvent être locales ou nationales. Donc c'est tout un écosystème avec lequel on co-construit un projet. Donc la notion de partenariat est très importante. Et chez les bailleurs aujourd'hui, moi je trouve que les services de développement social urbain, alors c'est un peu jargonneux pour ceux qui connaissent pas, mais en gros c'est un peu les spécialistes du projet partenarial. Ça ouvre, c'est quand même une mission chez les bailleurs qui se décentre de la construction et de la gestion de logement et qui est très ouvert sur les territoires. Et je trouve qu'avoir un service DSU chez un bailleur pour mener des actions culturelles, c'est très précieux parce que on a la culture du projet, du partenariat, de mobiliser des acteurs différents sur différents sujets. Donc ça, c'est le premier conseil que je donne aux bailleurs. Et puis après, c'est d'aller chercher les partenaires. De pas hésiter d'aller chercher aussi des financements parce que ça coûte de l'argent et aujourd'hui les bailleurs sont quand même dans une situation où ils sont de plus en plus contraints financièrement. Aujourd'hui on a encore la chance de bénéficier de l'abattement TFPB qui est une je rentre pas dans les détails pour ceux il y a un public de bailleurs donc vous connaissez par cœur la TFPB, mais ça nous permet de financer ces actions mais que sur les quartiers poétiques de la ville. Or on a de nombreux projets, je parlais tout à l'heure de Nanterre qui n'est pas le quartier en question n'est pas en politique de la ville, donc c'est des fonds propres du bailleur. Grâce à la ville, on a obtenu aussi du cofinancement, mais c'est des choses c'est de l'argent qu'il faut aller chercher. Donc le partenariat avec la DRAC me semble très précieux pour nous. Voilà. Et puis enfin, en tant que bailleur, on a quand même une attention particulière. Vous parliez de la compétence des artistes. C'est un métier. La culture, c'est un métier. Différents métiers. Parmi les compétences et les appétences qu'on recherche chez les artistes, quels qu'ils soient, que ce soit quelqu'un qui fait la peinture ou des arts des rues ou peu importe, pour nous, il faut qu'il ait une compétence
autre, en plus de tout ça, et une appétence pour aller vers les habitants et entrer en dialogue avec les habitants. Et ça, c'est pour moi le premier, enfin, au-delà de la qualité de l'artiste, c'est aussi son appétence à aller vers les autres et être ouvert à aller chercher les habitants. Voilà. Merci Madame Baril. Madame Gillot, qu'est-ce que vous diriez pour inciter d'autres bailleurs à suivre vos traces? Je partage tout ce qui a été dit, et je dirais aussi en interne pour les équipes, c'est-à-dire que là où les équipes du DSU dont vous avez parlé ont l'habitude de lâcher prise, c'est pas ce que nous avons l'habitude de faire sur les autres métiers, et de faire confiance aux artistes pour être en relation directe avec nos habitants. C'est vrai que nous, on a une relation qui est très technique sur souvent de la gestion de problématiques. Et donc, ça, déjà, ce premier exercice de lâcher prise, ça nous fait du bien. Et de porter, nous aussi, en interne, pour nos équipes, un autre regard sur nos quartiers et sur les habitants que nous logeons. Donc, c'est très enrichissant aussi en interne. Et puis, l'élément qui a été abordé sur la reconnaissance des actions, c'est vrai que souvent, parfois, on les néglige parce que c'est en queue de budget, parce qu'il reste plus rien, parce qu'il reste plus de temps, parce que ça demandait tellement d'énergie que tout le monde est fatigué. Et donc, ou bien on a la chance d'avoir un relais médiatique éventuellement, ou une œuvre qui reste, hein, et cet élément de reconnaissance, on l'a. Mais quand on n'a pas cette chance-là, c'est vrai que parfois l'écueil, c'est que ça se termine un peu entre guillemets en eau de boudin, et on perd la trace de tout ce qui a été fait, de toute l'énergie, de tout ce qui a été produit. Donc, je pense qu'il y a une attention particulière dès le départ à avoir sur cette transmission, sur ce qu'on fera, sur cette reconnaissance du travail qui a été réalisé, et dans les budgets et dans la réalisation. Merci Madame Gillot. Madame Guérin, bon, on voit bien qu'il y a beaucoup de propos très enthousiastes, et donc il y a probablement un pouvoir de conviction auprès des personnes qui participent à cette rencontre. Est-ce qu'on peut ajouter quelque chose pour les inciter à vous rejoindre? Alors, je pense aussi qu'il faut qu'en interne, dans l'entreprise elle-même, en fin de compte, il y ait une conviction que la culture soit importante, en fait. À Toi et Joie, il y a donc Michel Attard qui, elle porte haut et fort, en fait, cette conviction. Donc, il n'y a pas de sujet là-dessus. Du coup, on peut bien travailler, quoi, si vous voulez. Et ça, c'est primordial, parce que si, en fait, il y a des projets qui sont plus ou moins menés, mais le dirigeant n'est pas tellement convaincu, bon, ça va pas trop porter ses fruits. Là, voilà, il faut avoir vraiment une conviction que c'est, comme on dit, c'est pas une danseuse, c'est quelque chose d'important. Et voilà, et qu'il faut développer. Et puis, du coup, il faut avoir un service dédié. C'est ce qu'on a, heureusement, et on est bien chanceux à Toi et Joie. C'est-à-dire que, bon, voilà, concrètement, il y a mon poste donc à la direction de la culture, mais il y a aussi un autre poste qui est le poste de responsable donc des actions culturelles et des partenariats, qui est celui de Cécilia Gérard. Et c'est essentiel aussi d'avoir 2 professionnels de la culture dédiés à plein temps pour cela. Voilà. Après, effectivement, il y a les partenaires qui sont indispensables, comme on l'a dit, hein, institutionnels, etc. Il faut aller chercher des sous, effectivement, peut-être même dans des fondations, dans du privé, voilà, pour développer des projets. Et puis les artistes, alors ça, c'est essentiel. Il faut trouver, si je puis dire, des perles rares qui vont vraiment voilà, travailler sur le terrain, faire des choses, en fin de compte, peut-être logistiques, qui n'ont pas forcément trait à leurs conditions d'artiste, mais qui vont accepter, en fait, de faire tout cela main dans la main avec nous, pour développer le projet. Là, par exemple, on a Luo Caris, Lucille Rimbert, qui travaille avec nous donc sur un projet de résidence donc de 2 ans avec la DRAC. Et ça, voilà, ça c'est un long terme. Et puis pour cette compagnie, c'est un investissement vraiment incroyable, quoi. Donc c'est ça, c'est trouver, en fait, des artistes, des compagnies qui acceptent, en fait, de
voilà, de travailler avec nous sur le long terme, de faire de la médiation, beaucoup de médiation, ce qui n'est pas forcément donné à tout le monde. Voilà. Donc voilà, il y a ces 3 choses que je conseillerais modestement. Merci Madame Guérin. Alors Madame Ziem, en forme de conclusion, donc à la fois quelles sont les perspectives qui s'ouvrent dans cette rencontre entre bailleurs et culture, et puis plus largement, il y a une question qui peut se poser, c'est comment on va organiser cette rencontre aussi entre services sociaux et services culturels dans les villes. Vous êtes bien placé pour nous en parler. Voilà, comment avancer sur cette question? Alors, il me semble important, nous, en tant que DAC, et aux côtés des bailleurs, d'accompagner nos élus à comprendre les enjeux sur ces sujets et justement pour éviter le supplément d'âme pour embellir un projet de chantier ou un projet d'habitation voilà. Le deuxième point, je me disais, c'est prendre le temps de se rencontrer, de se reconnaître. Et en fait, c'est mieux se connaître pour mieux travailler ensemble. Je crois profondément à cette rencontre. Et puis, je crois aussi profondément à la convivialité et au temps informel, que ce soit avec l'ensemble des acteurs, mais aussi avec les habitants. Et vous évoquiez tout à l'heure l'importance de reconnaître les projets, et je rajouterai l'importance de célébrer les projets et les acteurs qui ont travaillé. J'ai trop parfois vu de projets où, en effet, on bâclait cette partie-là avec un simple mail. Alors, il y a la question aujourd'hui avec les mesures sanitaires, des pots et etc. Je pense bien qu'un jour, nous allons très vite y revenir. Ce n'est que provisoire, je l'espère. Mais il me semble très, très important de créer ces dynamiques-là parce que c'est là qu'il se passe énormément de choses. Et je finirai sur un point. C'est faire confiance aux artistes. Je rejoins totalement ce que vous disiez. Vous disiez qu'il y a des perles rares, madame. Eh bien oui, il y en a. Il y a déjà des perles rares de collectifs d'artistes sur nos territoires. Et il y en a d'autres. Je pense notamment aux grandes personnes qui sont là aujourd'hui. La compagnie des grandes personnes qui est implantée à Aubervilliers. Voilà une des compagnies avec laquelle moi j'ai aussi comme retour à moi la chance de travailler, qui va s'inspirer du territoire, qui va travailler avec les habitants, qui va savoir prendre ce temps, faire de la médiation. Et je peux même vous dire que parfois ils vont même au-delà, puisque ça me permettra de nommer Christophe, notre cher Christophe, qui n'est plus avec nous aujourd'hui, qui est donc des grandes personnes et avec qui on avait monté un projet fabuleux, les Ancêtres. Je crois que c'est le plus beau projet artistique que j'ai pu mener avec des habitants et notamment avec des retraités dans une maison de retraite. Alors, je fais un petit peu un pas de côté par rapport aux bailleurs sociaux, et voilà. Et Christophe, tout directeur de la compagnie qu'il était, venait manger les lundis avec nous et avec ses habitants, avec ce groupe. Et on était ravis parce qu'à chaque fois, c'était des raviolis. Et donc, il avait demandé au maire de faire un décret contre les raviolis à la cantine. Et on partageait le café. Et et en fait, ça a créé, il y a eu toute une histoire autour du café parce qu'on utilisait la cagnotte, etc. Et ça a créé un lien extraordinaire. Pauline pourra vous en parler. C'est ce projet avec des habitants a eu un effet. On est tous ressortis de ce projet. On est venu manger chez le collectif à Aubervilliers tous ensemble. Je conduisais moi-même en tant que directrice de la culture la camionnette avec les papiers, les mamies qui avaient contribué au projet. Oui, tout le monde y est allé. C'est ce que vous disiez. Tout le monde main dans la main pour vivre quelque chose d'exceptionnel et de le célébrer. Et je crois que Pauline pourra peut-être en témoigner. C'est un projet qui nous a tous marqués, habitants, collectivité et bien sûr artistes. Donc faisons confiance aux artistes. Merci Madame Ziem. Donc pour terminer, Monsieur Jean-François Danis, voilà, quelle perspective? Il y a beaucoup, on l'a dit, il y a beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de bonne volonté. Alors comment allez-vous contribuer à amplifier toutes ces initiatives, à la fois en Île-de-France et puis derrière dans la France entière? Alors, la DRAC considère les bailleurs sociaux comme vraiment des acteurs culturels de plein droit. Et à ce titre, j'encourage les bailleurs à participer aux appels à projets tels que Culture et Lien Social, C'est mon patrimoine notamment. Et puis il y a d'autres dispositifs comme les résidences de journalistes, les résidences artistiques longues, donc on va en parler dans la deuxième table ronde. Donc c'est vrai que par exemple sur Culture et Lien Social, jusqu'à maintenant, les bailleurs
ne sont pas associés. Donc n'hésitez pas à prendre l'initiative, à revenir vers nous. Vous avez la liste des contacts. Nous, la DRAC, on peut vous aider d'abord à identifier des artistes, puisque donc, la mission du ministère de la Culture, c'est soutenir la création. Donc nous soutenons un certain nombre d'artistes qui notamment sont capables de créer, mais aussi sont capables d'aller au-devant des habitants et de faire de la médiation, comme cela a été dit. Et notre rôle, d'ailleurs, cette coopération avec les bailleurs, nous aussi, nous oblige à, on va dire, changer aussi un petit peu notre méthodologie, de dire aux artistes, à certains artistes, n'ayez pas peur d'aller dans les quartiers prioritaires, ils ne vont pas vous manger. Donc c'est, pour nous aussi, c'est important de dire aux artistes, vous faites partie aussi des habitants, vous êtes des habitants, vous êtes des artistes, mais vous êtes des êtres humains comme tout le monde, vous êtes des habitants comme tous les autres, au même niveau que ceux des quartiers prioritaires. Donc, pour éviter, parce que le problème du ministère de la Culture et des artistes en général, c'est on a toujours l'impression qu'ils sont sur un piédestal et ça fait peur à beaucoup de gens, ça peut faire peur à des bailleurs, ça peut faire peur à des habitants. Donc notre rôle aussi, c'est de jouer ce rôle d'intermédiaire. Et donc nous sommes là aussi dans un dialogue constant, d'abord pour travailler, nous, sur nos propres méthodologies, notre propre vision du monde, ça nous oblige à la faire évoluer aussi. Ce travail justement avec les habitants nous oblige nous aussi à mieux travailler nos dispositifs, nos politiques culturelles. Donc nous sommes à votre écoute, c'est ça qui est important. Et donc je vous encourage à participer aux appels à projets, à nous contacter en nous disant voilà, nous aimerions bien mettre en place une action culturelle de longue durée. On reviendra là-dessus parce que le point de vue de la DRAC, le rôle même de la DRAC, c'est de soutenir des actions de long terme qui vont avoir un impact. Donc, chacun a son rôle. Il y a des actions ponctuelles qui sont développées par des actions socio-culturelles, par des centres sociaux. Il y a des actions ponctuelles dans le milieu scolaire. Je ne vais pas parler du milieu scolaire, mais là aussi, c'est très important. Il y a des artistes qui interviennent déjà en milieu scolaire. Mais là, ce qu'on vous propose, c'est vraiment de développer des actions de longue durée, pendant 1 an, 2 ans. Et ce qui compte, ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité. Donc, on n'a pas un budget illimité, mais par contre, nous développons ces moyens-là. Donc, nous sommes prêts à vous accompagner et nous sommes à votre écoute.